Christine Angot, bonjour. Bonjour. Christine Angot, chère Christine Angot, je suis heureux de vous recevoir ici à Acadème et vraiment je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Entre nous, nous appelons ces entretiens, mais c'est un jeu, hein. On appelle ça consultation. Il aurait peut-être fallu l'appeler télescopie pour plagier ce radioscopie de Jacques Chancel ou peut-être gros plan ou mieux encore présentation. Pas mal. Présentation parce que je brûle du désir de vous présenter aux spectateurs de notre chaîne. Quelques mots sur vous pour commencer, sans doute inutile parce que la plupart des gens vous connaissent déjà, hein. Juste pour rappeler un peu, vous avez publié une vingtaine de romans, c'est bien ça, écrit des pièces de théâtre, des scénarios de films, votre métier, que dis-je, c'est pas votre métier, votre être même, c'est écrire. On va dire ça comme ça. Et vous avez aussi tenu des chroniques dans des grands quotidiens, dans l'IB, je me souviens des chroniques dans l'IB. Vous avez aussi été animatrice dans une émission de télé, qui était une émission de télé très regardée, qui s'appelle On n'est pas couché, où on vous a vu longtemps avec Laurent Ruquier. Et puis, aujourd'hui, vous tenez une chronique dans la matinale de France Inter, un moment culture. Je vous écoute régulièrement, vous n'y mâchez pas vos mots, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai ? Oui. Vous êtes aussi connu pour votre franc-parler, d'ailleurs. Et c'est plus que ça, à mon avis. Votre capacité à dire l'inattendu, à bouleverser une situation par votre parole. Mais attention, il ne s'agit pas d'une parole calculée comme le serait celle d'un politique ou des gens qu'on appelle maintenant des communicants. Non, vous faites exploser une situation par votre sincérité. Le mot est sincérité, je crois, à mon sens. Beaucoup se souviennent comment vous avez rendu impossible l'entre-soi d'émissions de télévision, comme un soir, je m'en souviens, sur un plateau d'apostrophe, tout comme vous avez rendu impossible l'entre-soi des maisons d'édition qui décident en maître sur les auteurs. Je suis au courant, je suis bien placé pour le savoir. Et tout comme, en fait, vous rendez impossible l'entre-soi, quoi. Et ça, j'aime beaucoup ça, et je voulais le souligner. Moi, je résumerai vos prises de position, tant dans la sphère publique que dans votre œuvre romanesque, par une formule, Christine Angot, elle ne triche pas. C'est comme ça que je dirais les choses. Jamais. Quelqu'un qui ne triche pas, ça peut mettre mal à l'aise, hein, vous savez. C'est certain. Quelqu'un qui ne triche jamais. Ici, il ne s'agira pas de tout cela, mais de vous. Et comme je vous l'annonçais au préalable, je voudrais vous présenter. Et dans le pays où je suis né, pour présenter quelqu'un, on parle de ses parents d'abord. Des noms qu'il porte en lui, quoi. Et vous vous appelez Christine Angot. Mais vous ne vous êtes pas toujours appelée ainsi. Vous êtes née Christine Schwartz. C'est bien ça ? J'aimerais bien que vous nous racontiez les noms. SCHWARTZ. Ouais, Schwartz. C'est ce que j'ai dit pendant, 13 ans et demi à l'école pour épeler. C'est compliqué parce que les gens ils savent pas l'écrire. Il fallait l'épeler. J'étais à Châteauroux et... À Châteauroux. Oui, et c'est là que je suis née, c'est là que j'étais à l'école. Et oui, j'appelais mon nom. Oui. Surtout que c'était une époque où il n'y avait pas peut-être le même mélange de population. Non. Et en tout cas, à Châteauroux, encore moins. Oui, oui. Ouais. Donc, SCHWRTZ, c'était ma chanson. Je suis triste d'avoir quitté ce nom. C'est vrai ? Angot, c'est pas mon nom. Ah, c'est pas votre nom, Angot ? Angot, si, c'est mon nom. C'est mon nom. C'est ce qu'il y a écrit sur mon passeport. Ouais. C'est parce qu'à partir du moment où mon père m'a reconnue, ce qui était une demande de ma mère, quand j'avais 13 ans. 13 ans. À la demande de ma mère, que dans son idée, c'était avoir un livret de famille normal, puisque mes parents n'étaient pas mariés, ce qui était assez rare finalement à l'époque, Oui. et qui était une sorte de discrédit
pour une femme qu'on n'épousait pas, s'il y avait une forme de discrédit là-dedans. Oui. Donc pour ma mère, il y avait l'idée d'avoir un livret de famille normal et que donc j'ai que je porte le nom de mon père comme tout le monde. Comme tout le monde. Voilà, c'était important pour elle. Mais alors, mais enfin, c'était aussi un nom juif qui était effacé en même temps. C'est ça. Aussi. C'est ça. Parce que Schwartz, c'était le nom de votre grand-père maternel, donc c'est le père de votre mère qui s'appelait Joseph Schwartz, c'est bien ça. Et il serait né à Alexandrie. Il est né à Alexandrie. Enfin, c'est ce que j'ai lu dans Internet, j'ai trouvé ça. Oui, c'est-à-dire c'était une figure très... Enfin, moi, j'ai grandi seule avec ma mère, donc Rachel Schwartz. Rachel Schwartz. Oui. Ça fait juif, hein, comme nom. C'est sûr. Ça, il n'y a pas de doute, là. Non. Même à Châteauroux. Même à Châteauroux. Oui, ça, c'est sûr. Et je vivais seule avec elle. Et il y avait très peu de présence masculine. De temps en temps, il venait à Châteauroux. Ce que vous avez écrit, c'est qu'il venait une fois par an, à peu près. C'est-à-dire, il n'y avait même pas de régularité, c'était pas prévu, tout d'un coup, il débarquait. Et il débarquait, les rapports entre ma mère et lui étaient assez difficiles. Il débarquait avec 2 grosses valises. Oui. Parce qu'il n'avait pas c'était quelqu'un qui n'habitait nulle part, enfin, qui habitait là où il avait un travail à un moment ou un autre. Ça pouvait être en Égypte, ça pouvait être en Israël, ça pouvait être en Italie, ça pouvait être en France. À un moment, il a eu un travail à Châteauroux, c'est là qu'il a rencontré ma grand-mère. Et puis voilà. Enfin, Ils se sont mariés ? Ils se sont mariés. Ils se sont mariés. Oui, parce que justement, à la différence de mon père, c'était quelqu'un qui pensait que si on avait un enfant avec une femme, eh bien on l'épousait. Mais vous savez plus sur lui, vous savez d'où il venait ? Oui. Vous pouvez me le dire ? C'était alors, enfin, je sais plus ou moins, c'est-à-dire que son père et sa mère étaient d'Europe centrale. Je pense que c'est... De Roumanie. Alors justement, je ne sais plus si c'est Hongrie, Roumanie, c'est ces pays-là. C'était mélangé à cette époque-là. Voilà. Hein. Donc un vient de Roumanie, l'autre vient de Hongrie, c'est un truc comme ça. Et où est-ce qu'ils se sont rencontrés, je ne sais pas. Où est-ce que les parents se sont rencontrés, je ne sais pas. Mais à un moment, ils sont à Alexandrie. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est là que le père fait des affaires. C'est à cause des affaires. Import-export, Alexandrie. À Alexandrie, des Ashkénazes à Alexandrie, et il en est arrivé un gros paquet. Oui. Pendant la guerre de 14, en fait, hein, où les Turcs ont viré les Ashkénazes de Palestine, en fait. Vous savez quelle langue ils parlaient ? Mon grand-père. Il parlait 10 langues. Mon grand-père, en fait... Je me souviens, il disait qu'il parlait 10 langues, et moi, comme j'étais complètement fascinée par les langues étrangères, mais fascinée. Quand j'étais petite, ça me faisait rêver, quoi, les langues étrangères. Et je me souviens, à une de ces visites, il y avait qu'une chose qui m'intéressait, c'était combien de langues tu parles. Combien. Et lesquelles ? Et lesquelles. Alors, il m'avait dit 10. Bon. Il s'était mis à les compter sur ses doigts, il n'y en avait que 9, et donc il avait dit 10. Comme ça. Mais vous vous souvenez desquelles ? Toutes les langues romanes, aussi hébreu naturellement, aussi hébreu. Arabe aussi. Il parlait arabe. Et toutes les langues romanes, quoi, parce aussi, que, bien sûr. J'ai retrouvé la trace d'un Joseph Schwartz à Alexandrie. Ah bah alors c'est peut-être lui. J'ai un cadeau pour vous, un petit cadeau. Je vous ai mis ça sur une clé USB. Ah, c'est gentil. Voilà. Et merci. C'est une sorte de mémoire de la communauté juive d'Alexandrie. Et il y a dedans un Joseph Schwartz, peut-être c'est lui, et c'est en 1932. Qui aurait eu quel âge en 32 ? Il devait être né aux alentours de 1900. Ah ben ça peut tout à fait être ça, parce que ça correspond totalement. Ma mère est née en 31.
Voilà, c'était en 32, et à Alexandrie, où il avait quelques responsabilités, et il était connu pour son sionisme. Est-ce que c'est lui? Je ne sais pas. En tout cas, Israël, c'était très important pour lui. Il y C'est allait ça, très Israël était régulièrement. très important pour lui. Ah oui, mais de toute façon. Et je crois que ma mère a un petit peu. En fait, il est parti à un moment. En fait, il s'est marié avec ma grand-mère et il est resté 4 ans à Châteauroux. Il est resté 4 ans à Châteauroux. 4 ans. 4 ans. 4 ans C'est-à-dire, à Châteauroux. disons que quand ma mère, il est parti quand ma mère avait 4 ans, plus exactement. Oui, d'accord. Donc, il est parti quand ma mère avait 4 ans. Donc, ça veut dire 31, ça veut dire 35. Ah oui, donc... Donc, il est parti en Égypte. En Égypte. Il retournait en Égypte. Il retournait chez lui. Pour y travailler. Chez lui, on ne sait pas, il était de nationalité italienne. Après, il a pris nationalité italienne. Oui. En Égypte, on achetait les nationalités. Alors. C'est sûrement ce qui s'est passé. Donc, il était beaucoup dans tout ça. Et il est parti, donc, quand ma mère avait 4 ans, donc ça veut dire en 35. Et ma mère ne comprenait absolument pas ce qui se passait. Elle pensait... Et l'idée, c'était que ma mère et ma grand-mère le rejoignent. Et ensuite, après avec la guerre, etc., ça ne s'est jamais fait. Ce voyage n'a jamais eu lieu. Elle n'est jamais allée en Égypte. Non. Oui, parce qu'il y avait la guerre. Parce qu'il ne pouvait pas partir. Et que lui ne pouvait pas revenir. Oui. Elle ne pouvait pas partir. Et puis lui, il ne pouvait pas revenir. Donc là, il y a 13 ans d'absence. Oui. 13 ans qui est l'âge, comme par hasard, auquel moi je rencontre mon père. Oui. Donc là, il y a 13 ans de coupure. Donc ma mère retrouve son père quand elle a 17 ans. Oui. Après la guerre. Oui. Et là, ça se passe très mal. Ça se passe très très mal. Très mal. Et il la trouve pas comme il aurait rêvé qu'elle soit. Et elle souffre beaucoup de ce rejet. Et elle le trouve comment? Elle l'attend quand elle sait qu'il va revenir. Elle en est arrivée pendant toute son absence. Depuis ses 4 ans, c'était... Elle rêve du retour de son père. Voilà, il va revenir. S'il était là, il me protégerait. S'il était là, quand elle se disputait avec sa mère, s'il était là, ça aurait été tellement bien. Tout le monde se disputait avec sa mère, enfin, je pense. Et voilà, c'était vraiment quelqu'un, une image. Elle regardait ses photos, elle rêvait sur ses photos, etc. Et il était beau? Disons qu'en tout cas, il ressemblait à personne. Surtout à Châteauroux. C'est-à-dire qu'il était très grand, il était très imposant. Enfin voilà, moi, quand il venait me chercher à l'école, parce que parfois il débarquait comme ça à Châteauroux, comme il s'entendait pas forcément bien avec ma mère, parfois il avait plus l'adresse, il venait me chercher à l'école. Et moi, j'étais... je savais pas si j'étais contente ou pas, mais en tout cas, j'étais hyper gênée quand on prenait le bus ensemble parce que il avait ses 2 grosses valises, il était très grand, il ressemblait à personne, il était comme ça, un peu comme ça, très très grand et se tenant très droit et très imposant. Ouais. En plus avec un accent. C'était un étranger, quoi. Oui, c'est vraiment, c'était pas un étranger, c'était l'étranger. C'était l'étranger. C'était vraiment, c'était la figure de l'étranger. Ça, c'est sûr. Et je me souviens une fois quand on était à Reims, après, quand on a vécu à Reims avec ma mère, je me souviens une fois, il nous avait rendu visite, comme ça, à l'improviste. Il venait toujours à l'improviste? Souvent. Ouais. Souvent. En fonction de son, lui. Ses pérégrinations. Voilà, quoi. bon, voilà. Et il était en état, il était très énervé parce que il avait demandé son chemin et à 2 jeunes filles, et les jeunes filles en question, quand elles l'avaient vu, elles avaient détalé. Elles ont eu peur de lui. Voilà. Et donc lui, il était, outré. Oui, c'était un monsieur qui portait un chapeau ou une casquette en tweed. Enfin, vous voyez, c'était ce style. Et avec les yeux très bleus. Il avait les yeux très bleus. Très bleus, des petits yeux, tout ça, quoi. Ouais, il vous est bien resté dans la tête, quand même. C'était un personnage très particulier, quand même. Hein. Et il vous parlait d'Alexandrie, du Moyen-Orient, d'Israël, de tout ça. Il était plus occupé à
a demandé à ma mère comment elle sortait, comment elle s'en sortait, si elle gagnait bien sa vie, combien elle gagnait, est-ce que ma mère essayait ma mère essayait de ne pas répondre. Et elle voulait pas lui répondre. Non, ma mère n'avait pas envie de parler d'argent. Non, ma mère aimait pas du tout ça, cette espèce de... non, ma mère n'aimait pas ça, cette espèce d'investigation. C'était désagréable pour elle. Elle était toujours en défense. Avec lui. Et puis, il faut dire aussi, qu'en tout cas, c'est ce qu'elle m'a raconté, que il ne lui a pas transmis, il ne lui a rien transmis de sa religion. Du judaïsme. Rien. Rien. Non. Elle ne savait rien. Non. Et d'après ce qu'elle m'a dit, mais je ne sais pas, c'est très vague, vous voyez, c'est des choses comme ça. D'après elle, ça ne l'intéressait pas parce qu'elle était une fille. Ah, c'est comme ça qu'elle a compris les choses. C'est ce qu'elle m'a dit. C'est ce qu'elle a compris. Voilà. C'est possible, hein? Oui, c'est tout à fait possible. Et n'empêche que comme les choses ne lui ont pas été transmises, quand lui il est absent et qu'elle vit seule avec ma grand-mère et avec sa demi-sœur, qui elle n'a rien à voir dans tout ça. Non. Parce qu'elle est la fille d'un autre homme. Oui, enfin bon, qui n'est pas un parent légitime non plus. C'était pas une... Mais non, puisque ma grand-mère était mariée avec mon grand-père. Ah, D'un coup, elle a une relation avec quelqu'un d'autre. On n'est pas dans une société... Il était absent pendant 13 ans. Oui, c'est ça. Oui, mais enfin, il revient à un moment. Il revient. Donc quand il revient, il faut cacher ma tante. Ah, il faut cacher la tante. Voilà, ma tante a été cachée. Il fallait pas, parce que tout le monde avait peur de cet homme, mon grand-père. Ah, il faisait peur? Mais oui, il faisait peur. D'accord. Il faisait peur. C'est un personnage très important. Oui, très important. Mais vous savez, beaucoup d'hommes faisaient peur à l'époque. Mais il se définissait beaucoup comme Ashkénaze. Ashkénaze. Ah oui, c'était très important pour lui. Ashkénaze, il disait Ashkénaze. Ah oui, ah oui. Je me souviens l'avoir entendu dire qu'il détestait les séfarades, etc. Qu'il détestait les séfarades? Ah oui. Il vivait avec eux quand même. Oui, mais non, mais après, à Paris, quand il habitait à Paris, moi j'avais 17 ans à ce moment-là, et je me souviens, il était en train de me dire ça, et je me souviens, en fait, je me souviens surtout de la suite de la phrase quand il m'avait dit « Ah oui, non, enfin bon, il méprisait, quoi. » Et puis il avait dit « Mais attention, s'il y en a un qui crève dans la rue, je vais le sauver. » Enfin bon, c'était tout cette espèce de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que pour ma mère, quand il est absent, et notamment pendant toute la période de la guerre, elle n'a pas reçu cette transmission du judaïsme, ni de la judéité. Elle s'appelait Rachel quand même. Oui, elle s'appelait Rachel Schwartz, oui. Mais Rachel, c'est lui qui a choisi le prénom? Oui. C'est sûrement lui. Bien sûr que c'est lui. Parce que ça, c'est un prénom... Mais bien sûr que c'est lui. Pas strictement juif, mais très souvent juif. Bien sûr. Et c'est évidemment que c'est lui qui l'a choisi. Mais il n'y a pas eu puisqu'il est parti quand elle avait 4 ans, donc il n'y a pas eu le temps de cette transmission. En revanche, elle, quand elle se retrouve à Châteauroux pendant la guerre, elle se prend ça tout d'un coup, c'est ce qu'elle m'a raconté, par l'occasion, comme beaucoup d'enfants à cette époque-là, par l'insulte dans la rue. C'est ça. Elle est juive par assignation, en fait. Voilà. Parce qu'on l'a assignée à ce nom, quoi. Elle se fait traiter de sale juive dans la rue par des copines. Mais elle ne comprend pas, ce que ça veut dire. Oui. Elle ne sait pas ce que c'est. Elle ne comprend pas ce que ça veut dire. Oui. Donc elle va voir ma grand-mère. Et elle dit, m'a dit ça, mais elle voit bien que c'est pas un truc sympa en même temps. Ça, c'est clair. Et surtout que c'est pendant la guerre, quoi. Et ma grand-mère a fait à ce moment-là une lettre à l'institutrice en disant à ma mère, tiens, tu donneras ça à ta maîtresse. Pardon.
Vous me dites, si vous voulez pas qu'on parle de ça, on arrête. Si, il n'y a pas de problème. C'est juste que... Il n'y a pas de problème. J'ai été surprise par ma propre émotion. Et donc, ma grand-mère lui donne une lettre en lui disant « Tu donneras ça à ta maîtresse ». Donc, ma mère arrive en classe, elle donne cette lettre à son institutrice. Et quelques minutes plus tard, pendant le cours, donc c'était une lettre où ma grand-mère disait qu'il y avait eu tel événement, où elle s'était fait traiter de sale juive. Par des copines de la classe. Et donc pendant la classe, un peu plus tard, ma mère fait une espèce de, je sais pas quoi, peut-être elle bavarde ou un truc dans ce style, enfin rien du tout, quoi, ou elle se retourne ou je sais pas quoi. Et là, elle interpelle ma mère, Rachel Schwartz, au tableau, au piquet, enfin, voilà, elle l'a fait mettre face au mur, debout, pendant tout le reste de la matinée, la matinée ou de l'après-midi, enfin ouais. bon, hein. Et elle lui dit, face au mur, et elle lui dit, quand on veut faire punir ses camarades, voilà. C'était pendant la guerre, là. Oui, mais ce que ça veut dire surtout, et je crois que c'est ça qui me blesse, c'est le refus de la protection, oui. La non-protection. C'est ça, c'est-à-dire l'adulte refuse de protéger l'enfant. C'est-à-dire que ma grand-mère fait un acte qu'elle pensait de protection, qui aurait pu être de protection, qui devait être protection. Comme dit ma mère, elle a fait confiance à la maîtresse, c'est sa phrase. Et non, quoi. Et donc, c'est ne pas être protégé. Enfin, c'est même pas ne pas être protégé, c'est être pas protégé. C'est subir un refus de protection de son pays. Hein, parce que l'institutrice, la maîtresse d'école, l'école, c'est votre pays, quoi. Ah, complètement. C'est votre pays. Complètement, et surtout à l'époque. Hein. Voilà. Hein, Maréchal nous voilà. Bien sûr. Hein, elle chante Maréchal nous voilà tous les matins. Bien sûr. Et voilà, quoi. Et ça, je trouve ça très dur, quoi. Et en fait, ce qui me choque, c'est pas tant la peine, c'est pas tant l'injustice ressentie par ma mère, que je pense très violente. En fait, il y a un truc, c'est surtout l'attitude de cette institutrice, quoi. C'est ça. Il y a quelque chose là que je trouve... vous vous rendez compte enfin oui, évidemment, vous vous rendez compte, quoi, ce que ça veut dire un pays qui vous protège pas, quoi. C'est ça. Des institutions qui vous protègent pas. L'institution scolaire, l'institution judiciaire. Qui trahit l'enfant. Ça s'est beaucoup passé pendant la guerre. Bah oui. L'enfant ou l'adulte. Et aujourd'hui, ça continue. Je veux dire, hein, je parle pas forcément à l'égard des Juifs, naturellement, mais pour tout un tas de choses, aujourd'hui, quand l'institution fait défaut, c'est très grave. Oui, c'est très grave. Très, très grave. Vrai. Une gamine qui lance une insulte dans une rue, je dis pas que c'est pas grave, mais c'est quand même moins grave. Oui, c'est des histoires de gamins. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller. C'est ça. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller, parce que ça peut aller très loin aussi. Mais en tout cas, si l'institution le cautionne, alors là... C'est fini. C'est fini, on ne peut plus rien faire. Et c'est à ça que vous avez réagi, quoi. Oui, parce que une gamine dans une rue peut être faible, peut être bête, peut être idiote, peut être méchante. C'est pas un problème. Enfin, c'est un problème humain, c'est un problème individuel. Mais une institution, si elle est méchante, si elle est bête, c'est plus de la bêtise ni de la méchanceté, c'est un programme. Mais vous savez quand même qu'elle était en danger pendant la guerre. Bah bien sûr. Votre mère. Bien sûr. Et qu'elle aurait pu être embarquée, quoi. Bien sûr.
Bon, c'était Châteauroux, c'était moins surveillé. Mais enfin... Et il paraît, d'après ce que m'a dit ma mère des années plus tard, qu'il y a eu un préfet à cette époque-là qui protégeait, qui a qui protégé était les protégé Juifs. les enfants. Qui a protégé les enfants juifs. Il paraît. Oui, c'est très possible. Hein. Il y a eu des endroits comme ça qui étaient relativement protégés. À Paris, elle aurait couru un grave danger. Alors, on parlait des noms. Et Angot, vous savez que c'est un nom allemand. D'après mes informations, normand. C'est beaucoup en Normandie, il y en a beaucoup Voilà. en Normandie. Mais l'origine du nom, ce serait un nom allemand. Et Hans, ce serait le nom d'une divinité germanique ancienne. Et Goth, c'est les Goths, quoi. Oui. C'est la tribu des Goths, quoi. Alors donc, moi, les informations que j'ai eues qui viennent de mon père, qui était, comme vous savez, probablement qui lui était linguiste. Oui, était linguiste, était très d'après lui, c'est Anne et Goth qui veulent dire tous les deux Dieu. Et donc, voilà. Anne, c'est et vrai. qui seraient en effet des noms nordiques. Nordiques, bien sûr. Donc ça se recoupe avec ce que vous dites. Vous avez beaucoup écrit sur l'inceste. Et j'ai pas beaucoup écrit sur l'inceste. En revanche, j'ai essayé d'écrire l'inceste. Je me disais que j'allais me... C'est le mot sûr, c'est-à-dire que j'ai essayé d'écrire l'inceste. C'est important parce que c'est-à-dire que comme ça c'est face quoi. Je suis d'accord. Je m'étais dit que c'était pas une bonne formulation. vous avez beaucoup écrit l'inceste. Oui. Et dès que vous avez subi à répétition, hein, oui. À partir de l'âge de 14 ans, je crois. 13 ans, jusqu'à tard. Hein. Oui, enfin, il y a un entrecoupement, je peux vous expliquer. Non, en fait, c'est de 13 à 16. Oui. Là, c'était des viols. Ben oui, on continue, mais c'est toujours des viols. L'inceste est toujours un viol. Oui. Ça n'existe pas autrement. Et puis voilà. Puis après, je le vois plus, je suis débarrassée. Là. Mais l'espoir d'avoir un père n'était pas éteint à ce moment-là. Et vous avez insisté, quoi. J'ai insisté. Disons que ce rêve d'avoir un père, vous savez, quand on a eu un père, on ne se rend pas compte. Hein. Les gens qui ont un père, ils se rendent pas compte que pour ceux qui n'en ont pas, ça peut représenter un rêve d'en avoir un. Bien sûr, non, bien sûr. Mais en tout cas, pour moi, oui, ça représentait un rêve. Enfin, avant que je le connaisse, bon, je me vivais très bien sans, mais quand même, c'était quand même quelque chose. Et même après? C'est-à-dire qu'après, quand j'ai été débarrassée de cette, des viols, oui. Et ça, moi, ce que je voulais, je voulais pas être débarrassée de lui, je voulais être débarrassée des viols. Oui. Bon. Et mais l'un n'allait pas sans l'autre. Et ensuite, il y a cette période de 16 à 25-26 ans où là, voilà, je ne suis pas là, etc. C'est très bien, mais je tombe aussi à un moment. Au début, c'est très bien, et puis il y a un moment où je tombe, mais tombe vraiment. Mais vraiment. C'est-à-dire, je peux plus vivre, quoi, vraiment. Oui. Et je tombe, quoi, complètement. Au moment où je suis bien, c'est-à-dire que je viens de rencontrer quelqu'un, qui est quelqu'un de très important, puisque j'ai vécu avec lui 18 ans, il est le père de ma fille. Vous êtes mariée avec lui même? Oui, bien sûr. Oui. Vous avez eu une fille avec lui? Oui, bien sûr. Et c'est quelqu'un de très important pour moi. Quand j'ai commencé à écrire, c'était avec lui. C'est avec lui, oui. Mais bien sûr, il m'a soutenue. Enfin bon, c'était incroyable, quoi. C'était un prof de fac, hein? Oui. Qui est toujours, d'ailleurs, je crois. Bien sûr. Oui. Oui. Et bon, ça c'est très, très, très important, évidemment, dans ma vie. Mais il y a eu un moment où, justement, trouvant ce calme-là, cette paix-là, avec lui, ce bien-être, c'est là que j'ai commencé à m'effondrer, vraiment, quoi. Et, en fait, avant, je me disais, j'ai eu de la chance, je suis passée entre les gouttes, quoi. Je suis vraiment plus maligne que les autres, quoi. J'ai vécu ce truc-là, et finalement, je vais très bien.
J'ai eu de la chance. Bon. Le truc, je suis tombée. Quand vous vous êtes senti en sécurité, en fait. C'est ça. Et là, vous avez lâché prise. Complètement. Complètement. Mais au point de plus pouvoir vivre. De plus pouvoir vivre. Du tout. Plus pouvoir dormir, plus pouvoir manger. Oui, c'est ça, vous aviez des problèmes de sommeil, de nourriture. Tout, des problèmes de tout. Plus pouvoir étudier, plus pouvoir prendre un train, plus pouvoir... Ça nous ramène à ce qu'on se disait tout à l'heure. Enfin voilà, de plus pouvoir vivre du tout, quoi. De plus pouvoir vivre. Et là, c'est là que je fais une rencontre très importante dans ma vie. Oui. Je pense que vous savez ce que je vais dire, qui est la psychanalyse. Oui, oui, je sais ça. Ouais. Que vous avez fait un long moment de psychanalyse. Hein. C'est-à-dire que j'ai commencé à ce moment-là, quand je suis complètement quand vous étiez au fond du trou. Au fond du trou. Quand je suis au fond du trou, je me dis, j'essaye tout ce qu'on peut essayer quand on va mal. Et puis rien ne marche, naturellement. On peut mettre des aiguilles d'acupuncture dans tous les sens. Ah oui, on peut faire tout un tas de choses. Bref, c'est trop grave ce qui m'arrive. Et donc, ça va pas, quoi. Et finalement, je pense à ça, à la psychanalyse. Et je vais voir quelqu'un qui est très bien. Et là, ça me sauve. Et là, je suis sauvée. Je suis sauvée. Mais juste le temps d'être sauvée. Je ne commence pas à ce moment-là. Je suis restée 18 mois à ce moment-là. 18 mois. Juste le temps de ne pas mourir, quoi. De sortir la tête de l'eau, quoi. Juste le temps de ne pas mourir. D'accord. Vraiment. Juste le temps de ne pas mourir. Et il y a l'écriture aussi qui arrive à peu près en même temps. Alors, je reviens sur l'inceste, si vous me permettez. Je vous en prie. Et vous l'avez interprété, c'est sur l'interprétation qu'il y a dans vos livres sur l'inceste. Dans Un amour impossible, je suppose. C'est celui-là que j'ai ramené d'ailleurs. Et là-dedans, il y a une interprétation à la fin du livre, et qui est très détaillée, très intéressante d'ailleurs. Et que vous dites que votre mère n'étant pas du même milieu que votre père, et que lui était un milieu élevé, elle était une femme plus simple, on va dire comme ça, et il lui a fait payer son intérêt pour elle en fait, en la rabaissant, et lorsqu'elle a insisté pour vous faire reconnaître, il aurait en quelque sorte rétabli sa domination sociale, intellectuelle et virile, en vous rabaissant par la même, en vous rabaissant par l'inceste et en rabaissant votre mère. C'est bien ça? C'est toujours ça, l'inceste. Vous êtes d'accord? C'est bien votre interprétation. Mais l'inceste, c'est toujours une rétrogradation ou un rabaissement. Un rabaissement social. Ce n'est jamais autre chose. C'est toujours une mise au service d'un des membres de la famille, d'un des enfants dont on considère que celui-là, il faut le remettre à sa place en bas. Voilà, c'est tout. Alors, et qui doit être mis au service. C'est une forme d'esclavage. Hein. De toute façon, c'est une sorte d'esclave. Là, lui, il va s'occuper de la sexualité plaisir de son père. Sexuel. Et puis voilà. Ce qui est quand même une très grande honte. Oui, il y a une honte. Et dégradation sociale. Et une dégradation. Alors, pensez-vous qu'il y avait aussi une part de conflit d'appartenance dans cette histoire d'inceste? Ah oui. Puisque cette fille ça, de sûr. moi existe désormais, elle est à moi, et elle est à nous, le nous étant opposé aux autres. Ah, c'était pas à cette appartenance-là que je pensais. Vous les pauvres et vous les juifs. Est-ce que c'était aussi un truc comme ça? Je pense que dans la dégradation, il y a aussi, un des motifs de la dégradation, c'est aussi la judéité, c'est sûr. C'est sûr. Ah bah oui. C'est la judéité, mais est-ce que c'était une tentative de s'approprier aussi cette personne qui aurait pu glisser vers le monde juif, quoi? Non, parce que je pense que... Vous pensez que non? Non, mais s'approprier, mais comme un objet, s'approprier comme une chose. Parce que vous dites s'approprier cette personne. Donc dans l'inceste, vous vous appropriez pas une personne, vous
prenez une personne pour en faire une chose. Oui, oui, c'est vrai. Donc enfin oui, vous approprier en tant que chose à soi. Donc qui n'a plus droit à être une personne. C'est quand même très grave. C'est pour ça qu'on n'est pas du tout, on n'est pas dans le régime des choses. On a tort de réduire cette attaque-là à son élément sexuel, même s'il fait partie de la honte, naturellement. Oui, ça fait partie infligée. De la femme du père dans le roman, oui. Dans le roman que j'ai là, Un amour impossible, la femme du père a une phrase comme ça, qui se rapporte à ses histoires d'appartenance, en rappelant que son peuple à elle, les Allemands, a fait souffrir beaucoup le peuple de votre mère, les Juifs. Donc elle avait bien une idée comme ça, que c'était une poursuite. Elle n'est pas au courant à ce moment-là. Elle n'est pas au courant. Elle n'est pas au courant. Mais enfin, elle glisse la phrase. Elle va l'être bientôt, mais elle n'est pas au courant à ce moment-là. Ah, j'ai encore... Oui, elle dit ça parce que en plus, il y a dans ce personnage une espèce de plaisir à se dire « Oh, mais c'est horrible ». À quoi ? Une espèce de chose comme à se dire « C'est horrible ». Vous voyez, cette espèce que les gens s'attribuent parfois. Ils s'attribuent à la fois la connaissance de ce qui a été commis par... et ils en jouissent, quoi. Voilà, exactement. Et en même temps, il faut aussi... Ah, mais c'est horrible. Enfin, oui, c'est ça, ils en jouissent. Ils en jouissent, quoi. Voilà. Et ça, moi, j'avoue que ça, c'est difficile à supporter. Et je reviens encore un petit instant sur l'inceste. Je sais que vous êtes beaucoup intéressé à l'histoire d'Édipe, qui est aussi une histoire d'inceste, bien sûr. Et Édipe c'est quelqu'un qui rencontre sa mère et son père d'ailleurs sur le tard. Il les a pas connus, quoi. Cette rencontre sur le tard est quelque chose qui est explosive, quoi. Quand on rencontre un père sur le tard, alors qu'on l'a pas connu auparavant et qu'on sait que c'est son père, c'est explosif, quoi. Quelque chose comme ça. Vous avez réfléchi à ces choses-là ? Je suis sûr que oui. Ça ne peut que être explosif puisque vous avez eu le temps de rêver. C'est ça, parce que vous avez rêvé beaucoup. C'est la question du rêve. Si vous avez un père que vous ne connaissez pas, forcément, même si vous n'y pensez pas sans arrêt, vous savez qu'il existe. Et surtout dans une société, comme la société de l'époque, où tout le monde a un père. Bien sûr. Tout le monde a une mère et un père. Bien sûr. Moi, j'étais la seule de ma classe à ne pas avoir de père. Avoir une mère. Et puis je crois même que je disais qu'il était mort. Ma mère m'avait conseillé de dire qu'il était mort à l'école, au début. Comme vous savez, peut-être, je travaille beaucoup avec des familles migrantes. Et je vois souvent des histoires comme ça. C'est-à-dire des enfants qu'on a laissés au pays longtemps, puis on les fait venir, ils ont 13, 14, 15 ans, et la rencontre avec le père est explosive, quoi. C'est pas toujours incestueux, ça l'est parfois, mais c'est toujours très violent, quoi. Et c'est pour ça que je vous disais ça. Je pensais à ça. Faut dire aussi que vous êtes complètement désarmé en tant qu'enfant par rapport à un parent avec lequel vous grandissez. Moi, j'ai l'expérience d'avoir grandi avec ma mère. Vous n'êtes pas désarmé. Vous la connaissez. Vous la connaissez, vous connaissez ses faiblesses, vous connaissez vous avez un pouvoir sur elle, vous savez qu'elle vous aime, vous l'aimez. Enfin, vous voyez, voilà. Vous l'aimiez beaucoup, votre maman. Énormément. 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 Mais je pense que beaucoup d'enfants aiment beaucoup leur maman. Oui, ça arrive. Je pense que c'est assez classique. Ça arrive. Mais vous l'aimiez beaucoup, quoi. Oui. Oui. Alors, là, j'ai une question un peu
vous n'allez pas être d'accord, mais peut-être, Non, je ne vous en sais pas. prie. Je ne sais pas. Mais enfin, je vais vous la poser Oui, quand bien même. sûr. Et diriez-vous que votre père était antisémite? Ah bon, pourquoi ça me plairait pas, ça? Ben, bien sûr que je le dirais, oui. Oui. Bah Et oui. c'est parce que j'ai l'impression, ça existe, vous savez, des antisémites qui se collent à un juif ou à une juive. Oui. Et pour ma part, moi, j'appelle ce comportement antisémite de proximité, vous voyez, et qui est un mélange de fascination et de rejet, comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est tellement classique. Oui, c'est Vous fréquent. savez, c'est les amours ancillaires, Oui, il y a ça aussi, bien sûr. Mais vous voyez, c'est une espèce la question de la haine, la question de la rivalité, la question tiens, ben voilà, je vais te donner ça, mais je te donnerai pas ça. C'est-à-dire, je vais tomber amoureux de toi, mais jamais je me marierai. Et je souhaite te faire un enfant, mais je ne le reconnaîtrai pas. Comment voulez-vous avoir de pouvoir sur des gens que vous méprisez un peu ou avec qui vous voulez vous mettre en position de rivalité si vous ne créez rien, si vous ne créez pas de relation qui est quand même une certaine réalité, enfin une certaine sincérité C'est malgré ça. tout. Vous ne pouvez rien créer du tout. S'il n'y a pas une sincérité à la base, ce que vous pouvez semer comme haine ne s'implantera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Non, expliquez-moi encore. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la haine ne peut se porter des fruits. La destruction ne peut être efficace et donc la haine ne peut porter des fruits que s'il y a une proximité. S'il y a indifférence, oui, si quelqu'un a de l'indifférence pour moi, il m'aime pas, il veut ma mort, bon, très bien, je veux dire, je m'en fiche. Enfin, je m'en fiche pas tout à fait, mais presque quand même. Je m'en fiche un peu. Et ça n'aura pas d'impact. Donc vous seriez d'accord avec antisémite de proximité? Ben malheureusement, je ne suis pas sûre que ce soit que de proximité. Je crois que c'est... en fait, c'est même pas c'est comment dire, c'est le complexe de supériorité de certaines personnes qui... C'est un homme, mon père, qui avait une sorte de conscience, d'hyper conscience comme ça de sa valeur, et donc tout ce qui... Donc il fallait qu'il l'écrase, quoi, en fait. Ouais. Il y a beaucoup de gens comme ça. Oui, il y a des gens qui sont comme ça, mais là, il avait de quoi faire, quoi. Oui, bien sûr. Il avait de quoi faire. Et enfin, avec vous, il est tombé sur un os, quand même. Oui, enfin, je crois pas, non. Je crois pas, je pense que non. Quand j'ai 13 ans... Non, quand vous avez 13 ans, sûrement pas. Ah bah oui. Oui, mais enfin bon, j'ai 13 ans, après j'en ai 14, ensuite j'en ai 15, après j'en ai 18, ensuite j'en ai 25, 26, 27. On peut pas dire que enfin non, c'est quand même très 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 difficile, c'est quelque chose... Très difficile. Bah tout, oui. Tout le temps. Ça a toujours été très difficile. Ben oui, ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Bien sûr. Ça l'est toujours parce qu'il est décédé aujourd'hui. Oui, mais vous croyez que parce que les gens meurent, ce qu'ils ont détruit en vous, ah non, vous c'est croyez pire que ça après. se reconstruit? Non, c'est pire après. Bon, c'est pas forcément pire après, mais en tout cas, il faut surtout pas s'imaginer qu'on ne puisse pas vivre avec des choses détruites. Voilà, ça c'est quand même important de le rappeler. Voilà. C'est pas parce que on a des choses détruites que qu'on ne vit pas et qu'on n'a pas et qu'on peut pas choisir et qu'on peut pas comment dire, et qu'on peut pas être vivant. On peut être vivant. Être vraiment vivant. On peut être vivant, mais les choses qui sont détruites, est-ce qu'elles sont réparables? Non, mais on n'est pas obligé de tout réparer non plus. Elles ne sont pas réparables. C'est pas très grave.
Non, bien sûr, non, non. C'est... Vivante, vous l'êtes tout à fait. Oui, Il n'y a pas en de effet. doute là-dessus. Non, Il n'y a pas de doute là-dessus. c'est vrai. Votre œuvre est puissante, hein. C'est mon avis, hein. Elle est puissante, et je suis impressionné par vos romans, moi, qui portent, je dirais comme ça, moi, une charge de vérité, qui sont pas des simples récits, ou c'est pas des textes, c'est pas des témoignages ou des récits, c'est des textes qui agissent, je Ouais, trouve. je Et comprends. nul ne ressort indemne de leur lecture. Hein. Et ça fait des trucs, quoi. Vos textes, ils font des trucs. Hein. Et je suis frappé par votre exigence à ce que ce soit ainsi. Parce que c'est beaucoup de boulot, hein. J'ai vu ça. C'est un travail d'écriture, c'est du vrai boulot, quoi. Et c'est donc des textes actifs, comme pourrait l'être une amulette, par exemple, c'est un texte, c'est actif, ou c'est vrai, ça agit à distance, quoi. Et comme pourraient l'être des textes sacrés aussi, qui agissent sur le monde par leur seule présence. Par exemple, la Torah a transformé le monde. C'est beau, j'adore cette idée. Rien que par son existence. J'adore La cette Torah idée. apparaît et le monde est transformé, quoi. Et vous avez déjà pensé que votre passion pour la littérature était peut-être l'expression de cette identité juive en vous, non? Alors, de cette Est-ce que vous identité avez juive pensé en moi, je ne sais pas, mais de l'existence pour moi des choses qui n'existent pas, pour le dire Vous allez m'expliquer ça d'une autre manière. Non, mais je veux dire, d'abord, est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus de nous? Moi, je pense qu'il y a vraiment des choses au-dessus de nous. Voilà, ça pour moi, c'est clair. Bon, ces choses qui sont au-dessus de nous, me passionnent. Enfin, je sais pas que ça me passionne, c'est pas que ça me passionne, c'est que je les aime, en Oui. fait. Je les aime. Vous savez que c'est. Et pour moi, ça passe par l'art beaucoup. Vous savez ce que c'est ce que disent les Juifs, hein. Ils disent il faut aimer Dieu et craindre Dieu. Voilà, c'est ça qu'ils disent. Moi, je l'aime plutôt. Pour moi, hein, mais vous, peut-être que vous êtes pareil, hein. Moi, ça se manifeste. Moi, je fais des détours, puisque justement, on m'a pas transmis cette religion, mais cela dit, j'ai été élevée dans une école religieuse, puisque ma mère m'a mise dans une école C'est catholique. ça, vous étiez dans une école catholique. Oui. J'ai été première en catéchisme. Ouais, ça vous intéressait, quoi. Beaucoup, énormément. Et si vous voulez, si on voit l'art, la sculpture, la peinture, je pense à la sculpture là, parce que il y a une œuvre à laquelle je pense très souvent, et qui est la sculpture de Sainte Thérèse d'Avila par le Bernin, Ouais. à Rome. Ouais. Bon voilà, ça c'est la révélation. Une splendeur. C'est extraordinaire. C'est une splendeur. Donc, la révélation de l'ange, quoi. Hein. Donc, je sais pas si vous acceptez qu'on l'appelle comme ça, mais l'ange, ce qui est au-dessus, enfin, voilà, ce qui est... Et donc, vous disiez... Pour moi, c'est important. C'est là où vous avez eu contact avec cette chose au-dessus? C'est pas la question d'avoir contact, c'est la question c'est la question qu'il y a des choses au-dessus de nous, quoi, c'est tout. C'est ça, une certitude, quoi. Bah oui, il y a des choses au-dessus de nous. Bah, sinon, personne n'aurait jamais fait de livre, personne n'aurait jamais peint rien du tout. Sainte Thérèse a écrit. Ah oui, elle a écrit. Elle a beaucoup écrit, même. Et elle a écrit cette visite de l'ange. Oui, elle a beaucoup écrit. Elle l'a écrit. Elle l'a vu, elle l'a écrit. Mm. Il y a plein de choses qui sont écrites. Il y a de la peinture, il y a beaucoup de manifestations. Il y a le texte de Artaud, quand il visite l'expo Van Gogh. Ouais. Il y a plein de manifestations de tout ça qui se retrouvent beaucoup dans l'art. Oui, mais je suis d'accord. Hein, mais j'aime bien ce que vous avez dit sur la présence. Ça, c'est très, très, très important. Présence de l'art, c'est quelque chose, comment dire, dans une phrase, pour moi, vous avez absolument raison dans la façon dont vous l'avez décrite.
si la phrase est très belle, très bien composée, mais qu'elle n'est pas là, qu'elle n'est pas présente, qu'elle n'est pas active toute seule, s'il faut réfléchir pour l'activer, ça marche pas. Vous lisez un truc et puis vous le voyez et c'est là, et la chose est là. C'est que le fait que la chose soit là. Vous écrivez une phrase, la phrase est là. C'est pas des mots qui sont là, ça fait disparaître les mots. La littérature, ça fait disparaître les mots. Et ça rend les choses actives, en effet. J'ai une dernière question. Vous avez récemment, c'est en 2019, fait l'objet d'attaques antisémites. C'était en mars 2019, je crois. Vous étiez invité à lire sur scène un de vos textes, et on a retrouvé des tags injurieux sur le mur du Palais des Arts où vous deviez vous produire à Vannes, hein, c'est bien ça. Et c'était écrit, ce que j'ai trouvé dans mes recherches sur Internet, hein, voilà. C'était écrit « Tous ensemble le 23 mars pour lyncher Christine Angot ». C'était marqué ça, et c'était suivi d'une svastika nazie. En tout cas, peut-être que les antisémites, eux, vous ont repéré comme juive, non? Visiblement. C'est parce que je disais, votre identité juive que je ressens, moi, à lire vos textes, hein, à cause de ce que je vous dis sur la capacité d'activité de vos textes, peut-être que les gens qui sont hostiles ressentent ça aussi, quoi. C'est ça que je me posais. Oui, sûrement. Je me demandais. Sûrement. Et en plus, j'ai aggravé mon cas parce que c'était d'ailleurs dans un des tags où c'était spécifié. Je crois qu'il y avait marqué aussi sale pute à négro. Et donc le fait que la judéité, oui, mais ça compte parce que la judéité plus la proximité avec un homme noir, issu de l'esclavage qui plus est, ce qu'il faut, c'est que ça en reste là, quoi. Enfin, oui. Je pense qu'on peut tout à fait combattre ça et le supporter. Que ça ne devienne pas institutionnel. C'est ça. Parce que le moment où ça devient institutionnel, on ne peut plus rien faire. Il s'intéressait à l'État d'Israël, votre grand-père. Ah oui, bien sûr. Beaucoup. Bah oui. Et vous? Il aimait Golda Meir et... Il aimait Golda Meir. Il aimait Golda Meir et Dalida. Et moi, j'ai très envie d'y aller. Je n'y suis jamais allée. Vous n'y êtes jamais allé? Non. Et j'ai très envie d'y aller. Vous n'avez pas eu l'occasion? Non. On vous a pas invité là-bas? Non. C'est pas normal, je trouve. Non. On vous a jamais invité. Mais ça va se faire, c'est plus ou moins en cours là, je crois qu'on commence à en discuter. Bon, ça va se faire. Oui, ça me ferait très plaisir. Ouais, c'est important que vous découvriez cet endroit. Mais vous voyez, je vis donc avec un homme qui est né aux Antilles, mais qui fait Shabbat, que moi je ne fais pas. Comment il fait Shabbat? C'est comme ça. C'est comme ça. Il fait partie d'une religion. En tout cas, je peux vous dire que voilà, c'est très important pour lui. Et... Shabbat? Oui. Mais c'est quoi? C'est un adventiste, c'est ça? Pas du tout. Non? Pourquoi il fait Shabbat? Parce qu'il considère qu'il est juif. Et il considère qu'il est juif. Il considère qu'il est juif et il se promène avec une étoile de David autour du cou. Et... formidable. Ah oui, donc c'est un... Donc, mais moi je pratique pas. Ce que je pratique, moi, c'est la psychanalyse. Mais c'est pas contradictoire. Je ne sais pas. Ah bon. Bon, en tout cas, formidable. J'étais très heureux de vous recevoir. Aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre sincérité. Écoutez, ça, c'est... je peux pas faire autrement. C'était attendu. Je peux pas faire autrement. Voilà.